Daniel, bonjour à toutes et tous. Ben oui, vous n'allez pas si vite, hein, parce que j'ai l'impression d'être encore l'année dernière ici au mois de novembre. Donc ben c'est un plaisir de vous voir ici, de pouvoir amorcer cette rencontre. Grâce à Daniel, effectivement, cet événement a pris forme avec plusieurs sites, hein, Montreuil, la Maison des Métallos, retour à Montreuil, puis finalement la MSH Paris-Nord. Bon, c'est pas du tout mon lieu, je connais la MSH Paris-Nord parce que j'ai des collègues qui y travaillent et qu'il y a beaucoup d'événements scientifiques en sciences sociales. Et moi je suis plutôt sur le campus qui est à côté, c'est vraiment différent, le campus Condorcet qui est à côté, attention, c'est une autre entité. Et donc moi je suis sociologue depuis, oui, tu l'as dit, même bien avant 95. Mais en 1995, c'est presque anecdotique, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions d'alerte et de risque dans un programme du CNRS et chemin faisant, on a donc créé cette notion de lanceur d'alerte. On avait besoin de nommer les choses et on ne s'attendait pas à dire que c'est un tel succès, au sens en tout cas où tant de gens aient repris le concept, ça donnait lieu à 3 lois, plus des discussions européennes, des transpositions dans les pays francophones, etc. Parce que le droit canadien, en 1995, j'avais regardé, traduisait whistleblower, vous savez, les journalistes disent toujours, il y a des journalistes dans la salle, parce que c'est là, voilà. Whistleblower traduit en français par lanceur d'alerte. Non, c'est pas une traduction, c'est autre chose. Et whistleblower était traduit dans le droit canadien par dénonciateur. C'est vrai que le droit canadien a un avantage. Il y a plein de langues au Canada, hein. Il n'y a pas que le français langue, attention à ce qu'on dit. Mais en tout cas, dans le droit fédéral, il y a les 2 langues. Et donc du coup, whistleblower, puisqu'il calquait des lois américaines, était traduit par dénonciateur. Et il n'était pas question que j'utilise le terme de dénonciateur, qui a sa fonction, d'ailleurs. On peut être un dénonciateur tout à fait légitime. Et donc j'ai cherché un autre terme, et depuis, donc en 2006 très exactement, alors l'équivalent de l'Académie canadienne des lettres, je ne sais pas quoi, a décidé de traduire whistleblower par lanceur d'alerte. Vous voyez les effets comme ça. Voilà, donc moi je suis là à la fois au titre de cette longue histoire, donc pouvoir répondre à des questions sur par où sont passées les choses, qui s'est passé, je vous renvoie à la fameuse chaîne hein, créée par Daniel et ses collègues, les alerteurs, c'est ça? Oui. Sur lequel il y a un certain nombre d'entretiens, où on explique un peu cette histoire. Et là, l'idée de l'Observatoire, c'est un peu différent. C'est qu'au fond, pour avoir suivi les 3 lois qui ont été votées donc en 2013, 2016 puis 2022, on a une petite frustration sur des idées qui avaient émergé dès 2007-2008. Alors 2008, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'ambiance, c'est le Grenelle de l'environnement. On est dans ce moment-là, et où des questions environnementales ont quand même avancé un peu. Et il y a eu un colloque au Sénat, mon mari était co-organisatrice, je crois, avec Sciences Citoyennes, avec des réseaux comme ça, qui s'appelait lanceur d'alerte des systèmes d'expertise, comme ça. Indépendance. Et indépendance d'expertise. Et une des idées qui circulait, on était plusieurs, des juristes, je pense à Marie-Angèle Hermite, Christine Noisville, des gens comme Jacques Testard, André Cicolella, Marie, et puis aussi Corinne Lepage d'ailleurs à l'époque, etc. Plein de gens, et moi, on avait convergé sur l'idée qu'il faudrait une haute autorité de l'alerte et de l'expertise, c'est-à-dire une administration indépendante, hein, quelque chose dans ce genre-là, qui soit capable justement, non pas de dire le droit, mais de vérifier que les procédures d'alerte fonctionnent bien et que, certes, le lanceur d'alerte est protégé, mais qu'en même temps, l'alerte est traitée. En fait, quand on voit l'évolution des lois, depuis la loi Marie, qui était quand même effectivement, alors la grosse critique a été faite, c'est centré sur santé et environnement, donc c'est trop spécifique. C'était déjà très large en fait, mais bon voilà. Il y avait moyen, dans la loi Sapin 2 par exemple, de garder des choses qui ont été un peu supprimées. La loi Wasserman rétablit un certain nombre de choses, mais fondamentalement, l'alerte reste quelque chose de radicalement indéfini, avec ce fameux article qui dit que par décret, seront décidées les autorités qui recevront les alertes, puisque la nouvelle loi permet quand même de s'adresser directement, en fait. Je le fais vite, hein.
C'est-à-dire ne pas obligé de vous adresser à votre chef de service à chaque fois que vous avez une alerte, etc. Vous pouvez, s'il y a urgence, gravité, si c'est légitime, si vous êtes de bonne foi, il y a un tas de contraintes, hein, mais l'adresser directement à la Direction Générale du Travail, qui, comme on le sait, est d'une objectivité parfaite. Par exemple, je prends celle-là, mais il y en a d'autres. Et donc vous avez une liste qui a été publiée. Alors je sais que je vois que Denis Niveau est là, il faut intervenir. Alors, quand même, de la loi de 2013 a fini par être créée une commission nationale de déontologie de l'alerte et de l'expertise en matière de santé publique et d'environnement. CNDAS. Oui, CNDAS, mais il faut quand même expliquer le truc. Et qui avait quand même ce rôle de recevoir, au fond, les alertes en santé et environnement principalement. Et dans la liste des autorités, moi je ne l'ai pas vu. Alors je ne sais pas si c'est un oubli, voilà, ça peut arriver, hein, un mauvais copier-coller, ou si, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que normalement, justement, cette autorité-là, ou cette commission, avait légitimité et devait intervenir sur plein d'alertes. Donc visiblement elle n'a pas disparu, hein, je suis encore allé hier sur le site, vous existez toujours. Bon, donc voilà. Donc ça pose quand même la question de ce jeu politique sur le traitement de l'alerte, au-delà précisément de la protection des personnes et des collectifs, puisque la loi Wasserman n'est pas revenue sur ce que la loi Sapin avait fait, c'est-à-dire retirer les personnes morales de la protection. Bon, il y a les relais, et les facilitateurs, etc., qui sont revenus après pas mal de discussions au Parlement, mais c'est pas exactement la même chose, et on a bien compris que l'enjeu c'était d'éviter que ce qu'on va appeler aujourd'hui des éco-terroristes, je le fais exprès, enfin même déjà activistes, c'est un peu limite, s'autorisent d'une loi protectrice pour pouvoir faire des opérations comme aller voir comment on traite les animaux dans les abattoirs. Bon, on a bien compris tout ça. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose à faire sur le volet alerte du terme lanceur d'alerte. Et donc, maintenant qu'on a des protections juridiques quand même travaillées par plusieurs générations de juristes, qu'il y a des lois, qu'il y a de la jurisprudence, qu'il y a des décrets d'application, qu'il y a des précédents, hein, parce qu'on peut s'appuyer sur un certain nombre d'affaires qui ont eu lieu, on peut essayer de compenser par un travail collaboratif, on va dire citoyen, l'absence de cette haute autorité. C'est un peu ça l'idée qui a émergé finalement, en créant un réseau citoyen observant au fond, la naissance, la trajectoire et le traitement des alertes, de façon à collectivement, au fond, s'assurer que ça fonctionne, s'assurer que les alertes sont traitées, interpréter collectivement ce qu'elles signifient, comment, au fond, elles font évoluer ou pas les institutions et les mondes sociaux dans lesquels nous sommes. Et je trouve que c'est un projet intéressant qui permettrait aussi de relier un peu plus ce mouvement citoyen qui est déjà présent à travers la rencontre des lanceurs d'alerte au milieu universitaire. Et là, j'ai quelques idées de comment on pourrait faire là. Bon, j'ai fait vite, je passe un peu. Au départ, je viens de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est la région du port de Dunkerque. C'est là où on déchargeait le magnifique marbre qui venait de Madagascar. Et pour pas qu'il soit cassé, c'était calé par des milliers de sacs d'amiante qui venaient aussi de Madagascar. Donc la reconnaissance de la contamination des dockers a été un de nos premiers combats, et entendre ces lanceurs d'alerte, dont leurs femmes, qui disaient que la cousine est morte d'avoir secoué les bleus de travail de son mari. Donc voilà, les remontées de terrain me sont chères au cœur. Quand Daniel Ibanez, après plusieurs années donc de ces rencontres salons, on les appelle comme on veut, nous a proposé de participer à l'élaboration de cet observatoire, volontiers. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas de comparer les lois successives, parce que sinon on va dire celle-là elle était bien, celle-là elle était moins bien, et puis là ça a enlevé ça, puis l'autre ça fait ça. Bon, ça c'est un travail très technique, et en plus ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on fait une loi, sauf si c'est sur un sujet complètement neuf qui n'existait pas avant, c'est illisible, puisqu'il est écrit loi de monsieur Attel, à l'article 1, enlever l'adjectif, le troisième adjectif,
supprimer l'alinéa et ajouter dans toutes les circonstances régionales. Donc quelqu'un qui lit une loi ne peut rien comprendre. Simplement, tous ces petits morceaux de la loi s'adressent au Code du travail. Et par exemple, un jour, il a été enlevé le fait qu'à partir de 8 ans, on pouvait travailler dans toutes les usines ou dans les mines. Et puis, les âges ont changé. Mais quand on a fait cette loi-là, ce n'était pas forcément une belle grande loi du travail, c'est petit morceau par petit morceau, et ça touche au Code de l'environnement, au Code de la famille, au Code du travail, etc. Donc, ça ne servira à rien de se plonger dans le détail des lois successives, sauf à attraper tous mal à la tête. Donc ce qui va nous intéresser, c'est les remontées de terrain. C'est-à-dire comment les gens, face à un scandale, ou à une contamination, ou à un accident, ou à une étude scientifique marginale, font remonter des choses. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Est-ce que, aujourd'hui, les codes en vigueur du travail, ou le défenseur des droits et ses textes, est-ce que ça répond à la protection de ces gens-là, d'une part, et globalement les textes successifs ont un peu avancé sur le sujet, y compris en confiant aux défenseurs des droits des choses, mais d'un autre côté, comment ce que dit la personne, au secours, on est en train de répandre une molécule qui va tuer les gens, etc., comment cette alerte est sérieusement étudiée, prise en compte et aboutit à des conclusions et à des décisions. Et il y a vraiment les deux volets. Et en cela, la CNDASP est très utile puisqu'elle peut faire le lien entre un message qui remonte d'un individu ou d'une association et puis la nature de ce message, sa mise à l'étude, ce qu'on en fait, l'interpellation des ministères, etc., avec évidemment le doute affreux comment le ministère qui a laissé passer une saloperie va réagir quand on va lui dire il y a une saloperie. C'est pas si évident que ça, d'où la nécessité des contre-pouvoirs. En dehors des remontées du terrain, ce qui nous intéressera, c'est, mais ça il faudra qu'on trouve des partenariats, c'est l'étude de la jurisprudence. Parce qu'en réalité, toutes les lois de protection des lanceurs d'alerte, il y a déjà des articles dans le Code du travail, avant toutes ces lois, qui protégeaient normalement. Il y a des déclarations européennes qui protègent, etc. Donc, c'est que les textes ne sont pas appliqués, d'une part, mais d'autre part, ils se superposent et ils sèment la confusion. C'est-à-dire que d'une part, on a eu des lois qui se sont peu à peu améliorées, avec un recul chez Sapin, quand même, qui se sont améliorées et qui normalement protègent mieux, mais en même temps, vous avez Macron qui a couvé, quand il n'était pas encore ministre, la loi secret des affaires. Or, la loi secret des affaires, elle dit presque le contraire de certains textes protecteurs du lanceur d'alerte. Donc, ça va être la virtuosité des avocats, la sagacité des juges, qui va rendre des jurisprudences successives qui vont faire autorité. Donc il nous faudra travailler avec des universités, comme l'université de Montpellier, qui s'était déjà penchée pendant des mois et des mois sur ce sujet, pour les inciter à continuer, parce que nous, on ne va pas éplucher tous les textes de l'autre. Voilà. D'autre part, quand tu dis la loi de 2013 s'est contentée de la santé et de l'environnement, c'est un reproche qui lui était fait, mais qui n'est pas de Francis. Non, mais je voudrais faire rire l'Assemblée. Parce que pour faire cette loi-là, j'ai dû travailler avec le ministre de l'Environnement, avec le ministre de la Santé, avec le ministre de la Recherche et avec le ministre du Travail. J'aurais pu éviter les corrupteurs et puis faire en sorte que les gens qui alertent sur la corruption soient inclus dans ma loi. Sauf que le ministre de l'époque, qui s'occupait des finances, eh ben, il s'appelait Cahuzac. Les yeux dans les yeux. Donc, voilà. Je voudrais juste rajouter un tout petit mot et après vous donner la parole, puisque la première des choses, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un observatoire fermé, mais un observatoire ouvert, vous l'avez compris dans cette présentation,
Donc ça c'est une première chose que je voulais dire, et donc chacun est le bienvenu avec son expérience, avec ses analyses, les divergences comme les convergences, puisque je suis attaché à cultiver en tous les cas le débat sur la divergence, car fréquemment dans le mot convergence est sous-jacent finalement l'incinération de la divergence, au motif qu'il faut être convergent et unitaire. Donc voilà, de la divergence du débat naît aussi l'analyse et la clarté des positions et par cette contradiction. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je tiens à le repréciser, ça a été dit, il ne s'agit pas de créer un observatoire qui viendrait dupliquer des organismes existants. On a parlé de la Commission nationale de déontologie et d'alerte santé publique et environnement. Il ne s'agit pas de recueillir des alertes, il y a déjà des organisations qui sont prévues pour ça. Il ne s'agit pas d'être l'organe de soutien aux lanceurs d'alerte, il y a des associations qui se sont organisées pour ça et qui le font déjà, comme la Maison des lanceurs d'alerte par exemple. Il ne s'agit pas d'être porte-parole, représentant ou délégué des lanceurs d'alerte, puisque ceux qui étaient à la rencontre organisée par Jacques Toubon le 3 décembre 2019 s'en souviennent, j'étais intervenu en demandant aux députés, aux parlementaires qui étaient là ce jour-là, comment ils allaient faire pour auditionner les lanceurs d'alerte dans le cadre de la transposition de la directive européenne, puisqu'ils n'avaient justement ni délégué, ni représentant, ni porte-parole. Et tout le monde avait dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'on allait auditionner tout le monde, ce qui n'a pas été exactement le cas des auditions qui se sont déroulées. Par conséquent, il ne s'agit pas d'aller représenter, il ne s'agit pas d'être l'organe de soutien, d'être l'organe de représentation ou de porte-parole, il ne s'agit pas d'être un organe de recueil, il s'agit vraiment d'être un observatoire de toutes ces questions qui touchent à l'alerte, à savoir comment cette notion d'alerte, pour donner un exemple que je donnais tout à l'heure à un journaliste éminent, l'alerte est souvent prise par le prisme de la protection du lanceur d'alerte aujourd'hui. Ce qui, et Snowden le dit parfaitement bien dans Citizenfour, fait souvent disparaître l'alerte par l'héroïsation du lanceur d'alerte. Et finalement, il est transmis de facto au lanceur d'alerte, à la personne qui est alertée, un combat. Irène Frachon a le combat contre le Mediator. Non, Irène Frachon a alerté sur la toxicité du Mediator. Normalement, l'agence du médicament devait poursuivre ce combat une fois l'alerte publiée. Et donc, voilà, là on a des vraies questions sur cet observatoire qui sont rarement posées, ou en tous les cas, à mon sens, je ne sais pas si vous le partagez, mais pas suffisamment finement analysées. Et donc, il s'agit de travailler collectivement avec tous les organes, avec tous les acteurs de l'alerte finalement, pour voir comment évolue cette prise en charge des alertes, et bien évidemment aussi ce processus de lanceurs d'alerte, de personnes qui finalement devraient voir dans un régime normal leur rôle de lanceur d'alerte s'arrêter au moment de la publication de l'information, de sa gravité et de l'urgence d'y apporter des solutions. On voit que ça, par contre, ça ne fonctionne pas. On l'a vu avec le GIEC, mais on l'a vu avec l'amiante, on l'a vu sur tout un tas de dossiers, y compris finalement le Mediator, puisque vous vous souvenez que l'an dernier encore, sur le plan France Relance, 800 000 € étaient accordés de subvention à Servier, et que Irène Frachon, 15 ans après, est encore obligée d'intervenir en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On donne de l'argent aux empoisonneurs. » Résultat des courses, voilà, ce qui vous est proposé, ce que l'on a, en tous les cas, imaginé, proposé lors de cette première rencontre, c'est ça. Et donc, je vous propose de prendre la parole pour qu'on puisse échanger en
est désolé, au début on avait prévu de laisser les tables et puis de remettre les chaises pour demain, mais finalement un petit propos dans l'organisation fait que vous êtes en face de nous, mais le propos est vraiment d'être ensemble. Une ancienne élève d'un certain âge de Francis Chateaurenaud, donc simplement je le salue. Oui, j'ai fait ma thèse. Ça n'est pas un homonyme. Non, j'ai fait ma thèse sur la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et je suis moi-même maintenant pas mal bénévole dans beaucoup de groupes de travail, donc côté société civile. Alors, voici mes 2 remarques qui sont très rapides, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un discours. Ma première remarque, c'est sur la définition du lanceur d'alerte, à la fois du concept et du contenu. Je sais que Francis en donne 2, moi je tends plutôt sur la deuxième, si je prends son petit livre, hein, un de ses derniers petits livres. Moi je pense que cette définition, elle pose question, car quand on se trouve aux prises, piégé par une situation problématique, montrant des actes répréhensibles envers soi ou envers des proches, c'est à ce moment-là qu'on découvre les problèmes. Donc moi je veux bien la notion de signe précurseur ou d'alerte. D'ailleurs j'y travaille avec la centrale nucléaire. C'est des choses qui sont quand même assez difficiles à appréhender, surtout quand on n'est pas forcément dans le milieu des travailleurs, mais à l'extérieur, tout en étant avec. Hein, c'est la difficulté ou l'ambivalence d'une société civile lorsqu'il y a des commissions, notamment comme la CLI, Commission locale d'information. C'est une commission qui est auprès de chaque centrale nucléaire qui est censée représenter les intérêts des gens qui vivent à côté. Je dis bien censé. Bon, j'arrête là-dessus. Donc ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que je m'interroge aussi sur les alertes, mais ça, Daniel, vous l'avez bien dit, sur les alertes ou les affaires qui ne sont pas a priori ou au départ d'ampleur médiatique. Qu'en fait-on? Moi, je suis en prise, parce qu'on en parle beaucoup mieux quand on est en prise soi-même avec ce genre d'affaires, mais c'est pas forcément des grosses affaires, d'autant plus que moi j'ai fait mon travail de thèse sur le problème environnemental, donc c'est-à-dire les rejets chroniques, des choses qui ne sont pas perceptibles, mais des choses qui se cumulent, qui se rajoutent au jour le jour. Donc moi je suis un petit peu interrogée pour savoir, est-ce qu'il y aurait une structure, un groupe, quelque chose où je puisse pouvoir partager, non pas forcément des signes, mais des problématiques, et qui ne sont pas sur l'espace public, qui ne sont pas qui ne sont pas à la fois médiatiques et médiatisés. Voilà, je vous remercie. 2 ans qu'on l'a lancée, qu'elle a été lancée à travers une étude de Gilles Serralini et Gérald Ginger, dénonçant des pesticides, enfin des toxiques cachés au sein des pesticides. On a porté une plainte contre X, donc on a saisi le parquet. Il s'est rien passé depuis 2 ans. On a travaillé, on a interrogé l'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui a fait tout pendant 2 ans pour nier enfin pour dire plutôt pas nier, mais dire qu'elle faisait très bien son travail. Donc il nous a fallu lui poser des questions bien fermées pour qu'elle finisse par nous avouer comment elle ne respectait pas la réglementation européenne. Donc ça, elle nous l'a fait face caméra. À travers tout ça, il a fallu poser une pétition pour qu'enfin on puisse avoir une saisine des commissions du Parlement européen, notamment la commission Envie, qui a fini par questionner le service juridique du Parlement européen, qui a confirmé ce qu'on disait. Du coup, la commission Envie a interrogé la Commission européenne. On a enfin une réponse de la commissaire européenne qui confirme tout ce qu'on dit. Et en fait, la seule chose... Donc, on a fait aussi une saisine de la CNDA-SPE au mois d'avril, qui vient de nous rendre son avis aujourd'hui, qui confirme ce qu'on dit. Pourquoi déjà, depuis 2 ans, il ne s'est rien passé? Et il s'est même passé quelque chose, je dirais, d'innommable, c'est que l'ANSES, à travers la DGCCRF, a demandé à ce qu'une étude similaire à celle de Gilles-Éric Serralini et Gérald Ginger soit reproduite. Donc on l'a fait analyser, et ils ont été assez malhonnêtes pour dire devant 3 députés qui nous représentaient sur une audition de l'ANSES, pour leur dire en off autour d'un café, oui, mais vous savez, l'étude Serralini, hein, nous on l'a refait l'étude, on n'a rien trouvé. Donc on a fini par saisir la CADA. Tout ça c'est des mois et des mois et des mois. Saisir la CADA qui nous a publié cette étude. On l'a fait lire en double aveugle à des toxicologues qui nous ont dit mais c'est même pas une étude scientifique.
les méthodes utilisées ne sont nulles, les seuils de recherche des produits détectés ne correspondent pas à l'étude initiale, donc ils peuvent toujours dire qu'ils n'ont rien trouvé. Si vous allez ramasser de l'eau avec un fil à papillon, ben vous ne ramenez pas d'eau. Voilà. Donc c'est l'attitude du gouvernement, l'attitude des agences censées protéger la population. Et donc ma question, pour ça que je vous la lance, comment on fait? Parce que là, du coup, nous, notre travail à Secret Toxique, c'est on est en permanence en train de se dire, bon alors maintenant, quel est le pas suivant? Là, on vient d'avoir l'avis de la CNDA-SPE. Comment on transforme ce truc, quoi? Est-ce qu'on fait une tripe? Alors, on va faire un communiqué de presse. On va la joindre au dossier de la plainte contre X. On va s'en servir dans nos dossiers juridiques. Mais pourquoi autant de temps? Pourquoi autant de temps? Dans le cadre d'un observatoire, qu'est-ce que tu en attends? Quel apport il pourrait avoir Secret Toxique là-dedans? Alors, je n'ai pas spécialement réfléchi à comment l'observatoire, mais c'est vrai que bâtir quelque chose qui permettrait à ce que l'alerte, déjà, ne prenne pas autant de temps, soit reçue, traitée, mais immédiatement, je veux dire, pourquoi il a fallu que ce soit nous qui saisissions la CNDA-SPE? Pourquoi? Je veux dire, pourquoi le parquet n'a encore pas enquêté? Pourquoi l'ANSES, la seule chose qu'elle a fait entre la plainte qu'on a posée au 1er décembre 2020, la seule chose qu'elle a fait, c'est demander à l'industriel si on avait raison de dire ce qu'on disait. Non mais là, tu nous reposes des questions. Mais la question c'était quelles sont tes propositions? Alors, ce que j'aimerais, moi, de quelque chose qui soit citoyen, c'est qu'on est sur un problème de santé publique, c'est que tout de suite, ces choses soient prises en main. Et pas que ce soit nous qui bataillons comme à trouver des sous, il faut que ça soit pris en main par... Alors, l'autorité, je ne sais pas, je me méfie toujours des autorités, puisqu'on a déjà des autorités censées faire le boulot qui ne le font pas. Donc est-ce qu'il faut qu'on le fasse extérieurement pour surveiller les autorités qui sont censées faire le boulot? Moi, c'est un peu... J'ai plus de questions, en fait, que de réponses. Mais je pense que si ensemble, on cherche des réponses, on va les avoir. Merci. Là, il y avait une intervention à droite, après j'ai vu à gauche. Vas-y, on reprend la parole. Non, je ne veux pas monopoliser, moi, mais simplement, c'est des bonnes, dans les deux cas, c'est des très bonnes questions. Hein. Je pense que justement, la proposition qu'on fait, la méta-proposition, c'est qu'on prenne un an jusqu'à la prochaine rencontre, qui aura forcément la 8e rencontre de la Sordalette, d'accord. C'est que chacun, justement, imagine le dispositif collectif citoyen ouvert, dont on rêve précisément pour répondre à tout ce cahier des charges qui commence à émerger. Et il y aura plein d'autres sujets qui vont arriver et d'autres problèmes. Effectivement, déjà avoir une plateforme commune où on peut enregistrer la formulation des problèmes et leur existence et travailler collectivement à chercher la bonne trajectoire pour d'abord réduire le temps de réponse au maximum, parce qu'en collectivisant un peu le problème, on est capable de dire qu'il faut s'adresser à truc. Par exemple à l'ANSES. Moi j'ai travaillé pendant 8 ans pour l'ANSES. Mon labo avait une convention de recherche, on a fait plutôt du bon boulot, mais on a vu de l'intérieur comment ça se passait. Donc au moment où on a dit stop, on arrête, on reprend notre liberté, où il y a eu un changement de direction aussi, puis bon voilà, un changement d'ambiance. Et on voyait bien que certains sujets, ils étaient très ouverts et on pouvait y aller, etc. Et puis d'autres sujets, c'était problématique. Il se passe des transactions qui nous échappaient avec les tutelles, par exemple. Mais on avait des noms. On sait, parfois des gens sont doubles. Moi je le dis maintenant publiquement sans aucun état d'âme, ça. C'est-à-dire que les gens sont, en tant que, ils ne peuvent pas dire que, voilà, en tant que magistrat de la Cour de cassation, ils ne vont pas dire ceci, cela, en tant qu'inspecteur de police, etc. Mais par contre, en tant que citoyen, oui. Et donc il faut identifier les gens qui ont cette capacité à faire bouger un dossier. Et parfois ça tient vraiment sur la maîtrise des réseaux. Au fond, faire le symétrique de ce que font les lobbyistes, qui savent très bien pénétrer, et y compris la COP27, voilà, c'est-à-dire être vraiment présent là où il faut, etc. Il faut se donner cette capacité. On parlait de contre-pouvoirs. Il y a plein de contre-pouvoirs qui existent, comme ils peuvent, dans une démocratie qui est actuellement un peu abîmée. Bon, les médias indépendants, il y en a encore quelques-uns, il y a des chercheurs relativement libres de parole, on va dire, il y a des choses comme ça, il y a des collectifs, des ONG, bon, on n'est pas encore complètement en régime, on va dire, autoritaire, fermé, même si parfois on se réveille le matin un peu pessimiste.
Donc il y a moyen de réveiller tous ces réseaux-là. Et donc pour moi, des fonctions d'une plateforme collective, ça serait de faire ce travail, d'aller, allez, FNE là, il faut se bouger là-dessus. Il avait fait sur les particules fines, hein, on les avait secouées un peu, plusieurs. Ils avaient fait une campagne assez exemplaire sur le diesel, etc. Il y a moyen de sortir de leur torpeur un certain nombre d'acteurs, y compris les syndicats par exemple, et y compris les partis politiques. Bon, mais simplement, l'idée c'est de construire un outil collectif qui soit relativement vertueux pour que ça ne devienne pas une machine de plus qui va effectivement freiner encore plus les procédures. Et prendre en compte précisément des problématiques non publiques, pas encore suffisamment mûres pour passer le filtre des médias, disons, dominants. Voilà. C'est une première niveau de réponse. Mais... Dans la loi de 2013, ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y avait pas de définition. C'était tout citoyen a le droit de. Et là, ça change tout, quoi, parce que c'est pas un métier, lanceur d'alerte, enfin, c'est pas un statut. Sapin n'arrêtait pas de parler d'un statut, mais il n'y a pas de statut. C'est un citoyen, c'est les droits du travailleur, les droits du citoyen, les droits du riverain, c'est tout. Ensuite, devenir des alertes non médiatiques. C'est un peu la même question que le fait que vous déploriez qu'il y a 2 ans d'alerte sans déboucher. Ils ont beaucoup de temps et la force des lobbies, c'est leur inertie. Ils ont du fric, ils ont du temps. Quand ça bouge beaucoup ou qu'un ministre tend l'oreille à des lanceurs d'alerte, ils se frappent la joue en disant « c'est pas grave, ça va passer, ça va changer le gouvernement ». Et ce qu'on gagne quelquefois sous une législature, on le perd dans la suivante parce qu'ils sortent la gomme. Alors, ils n'ont pas la vulgarité de dire « l'article numéro tant de la loi X est enlevé ». Non. Ils font une re-rédaction. Et si vous lisez rapidement, vous vous dites, bah oui, ils ont rédigé autrement. Et si vous lisez en détail, vous vous apercevez qu'ils ont tiré des tas d'éléments qui étaient des leviers pour le droit du lanceur d'alerte. Alors, sur les pistes, moi je pense qu'il faut vraiment cultiver les magistrats, parce que quand vous évoquez le parquet, mais ils sont complètement démunis, les juges, quand ils se trouvent face à des procès. Moi, je l'ai vu sur l'amiante, je l'ai vu sur la contamination au plomb de la ville de Bourg-Fidèle, où, heureusement, moi j'étais là avec tout le dossier scientifique, mais il y avait l'avocat de l'entreprise qui disait « mais enfin, nous n'avons absolument rien retrouvé dans le sang des personnes ou bien dans les os des personnes ». Et sur certains salles de métallurgie, bah moi j'étais là pour dire à l'avocat « mais dis-leur que ça se fixe dans les reins et qu'au bout de 2 ans, tout est dans les reins et qu'il n'y en a plus ailleurs ». Mais si l'avocat n'a pas cette culture scientifique, ou si le juge n'est pas capable d'appréhender un argument comme ça, on est mal pareil. Il faut cultiver les syndicats. Il y a Annick Makala qui est présente, j'espère qu'elle interviendra tout à l'heure, parce qu'en tant qu'inspectrice générale de l'environnement, de sa propre saisine, elle a fait une tournée de différentes entreprises pour voir où en était l'exercice du droit d'alerte, les cahiers de consignation, des alertes et tout ça. Elle pourra vous expliquer ce qu'elle a découvert. Et puis il faut cultiver quand même une pépinière de parlementaires attentifs, parce qu'il faut être dans les starting blocks. Et par exemple, on fait une loi sur la recherche. Apparemment, ça ne concerne pas les lanceurs d'alerte directement. Et puis, bah, si dans cette loi sur la recherche, vous mettez les temps consacrés à l'expertise indépendante au service d'associations sont comptabilisés dans la majoration du travail apprécié du chercheur, et ben ça change tout. Et donc ça peut se faire, les législateurs peuvent le faire. Mais s'ils ne sont pas sensibilisés, eh ben, ils ne vont pas faire ça. Et du coup, on aura des problèmes de financement de contre-expertise qui ne sont pas toujours à la portée de tout le monde. Pour essayer de fixer des petites étapes dans les objectifs peut-être de cet observatoire, est-ce qu'on peut dire que un des rôles de cet observatoire, un des objectifs de cet observatoire serait premièrement déjà de mutualiser les remontées du terrain de manière à pouvoir partager ces informations et à être plus effectif
et en tous les cas plus rapide, en tous les cas dans les réponses. Est-ce que ça vous convient dans un premier objectif, si on voulait déterminer les missions de cet observatoire? En tous les cas, c'est une proposition. Et la deuxième proposition que je ressors de ce que tu viens de dire, Francis, ça serait un observatoire qui servirait aussi à la dynamisation du tissu associatif, du tissu syndical pour le traitement des alertes. Ce qui ne remplace pas, bien évidemment, et je pense que Denise Mirou prendra la parole, le rôle des, j'allais dire, collecteurs d'alerte, en tous les cas, le rôle des organes de recueil de l'alerte, mais en tous les cas, de cette dynamisation, est-ce que vous pensez que, là encore, ça peut être un deuxième point marquant dans l'objet d'un observatoire de ce genre? Voilà, c'était les deux choses qui me paraissaient ressortir peut-être des premières interventions. Je vous laisse la parole. Alors, je vais peut-être rebondir au niveau du rôle de cet observatoire. Hein, c'est l'objet de cette rencontre. Quel est son contenu? Ne pas faire, comment dire, une structure qui existe déjà. Quelle est la plus-value qu'elle peut apporter pour mettre en avant et valoriser ces lanceurs d'alerte et les protéger surtout. Alors, vous avez évoqué Sivens. Il se trouve que j'habite dans le Tarn maintenant. Et je pense que Sivens, je pense que autant on peut dire que les lanceurs d'alerte, bon, peu connaissent, comme certains ont témoigné, mais je pense que la mort de Rémi Fraisse, je pense que beaucoup de monde en France est au courant de la mort de ce jeune homme qui dénonçait un barrage de retenue d'eau pour les agriculteurs. Je pense que ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, cet incident, ce drame, tout le monde le sait. Mais je pense qu'il y en a peu qui savent que ce qu'il dénonçait, avec bien d'autres, c'était l'illégalité de ce projet. Et l'illégalité de ce projet, eh bien, a fait que en décembre 2020, le tribunal de Toulouse a condamné l'État pour 3 arrêtés illégaux. Et je pense que ça n'a pas fait la une de la presse. Ça n'a pas été dit. Donc oui, je pense que dans cet observatoire, il serait bon aussi de rappeler que l'État a fauté. Et quand je dis l'État, je pense que j'irai même plus loin, parce qu'il y a d'autres actions que nous menons maintenant sur le terrain, où nous ne disons plus l'État. Maintenant, c'est nominatif. C'est nominatif, parce que moi j'ai travaillé à l'État, je ne me sens pas du tout concernée par cette condamnation. Donc je pense qu'il faut être nominatif, il faut que les gens assument leurs responsabilités au sein de l'État. La préfète qui a signé les 3 arrêtés illégaux est actuellement préfète de région dans l'ouest, sud-ouest. Donc elle est préfète là-bas, elle a eu une promotion après, elle était préfète de département, elle est devenue préfète de région. Donc je pense que déjà dans cet observatoire, il serait bon de rappeler que certains combats, dont on a oublié la suite, ont fait l'objet de condamnations. Et ça, je pense que c'est important que les gens, les citoyens, puissent savoir que l'État peut être fautif, que l'État peut ne pas respecter la loi. Quand on en parle, c'est stupéfaction. On a le sentiment que l'État veille à la bonne application de la loi. C'est faux. C'est faux. Et donc, voilà. Donc ça, c'était le premier point par rapport à Sivens que vous avez évoqué. Je pense que oui, par rapport à la mémoire de Rémi Fraisse, ce serait bien aussi de recueillir tous ces projets qui se sont d'ailleurs pour certains déroulés, parce que la stratégie de l'État, c'est d'aller jusqu'au bout d'un projet, puis après de dire écoutez, je suis désolé, vous aviez raison, maintenant que le projet est à moitié, est aux 3/4 engagé, on ne va quand même pas le stopper. Ça, c'est une véritable stratégie qui existe. Bon. Maintenant, je parlerai de l'autre casquette, c'est le Code du travail. Vous avez raison, peu de gens connaissent, et pourtant, je crois qu'ici, dans cette salle, vous avez tous travaillé, ou vous travaillez encore, et le Code du travail nous concerne tous. Et le Code du travail est totalement ignoré, totalement ignoré dans les métiers les plus difficiles. C'est-à-dire que vous parliez des accidents du travail. Je vous invite à lire un excellent dossier dans Mediapart qui est sorti il y a une semaine et qui justement évoque la position de la France au niveau de l'Europe. On est vraiment très très dernier, on est dans les derniers au niveau accident du travail. Aujourd'hui, c'est 2 accidents mortels par jour, sans compter domicile-travail. Ça serait 2 supplémentaires.
supplémentaires. Et ça ne concerne que le privé. Ils n'ont pas comptabilisé le public, les collectivités, etc. Donc ça ne concerne, cette statistique ne concerne que le privé. Il faut savoir que depuis 2008, on assiste à une diminution des postes d'inspecteurs du travail. Donc d'un côté, on diminue les postes d'inspecteurs, et de l'autre côté, vous avez les accidents du travail pour raison mortelle qui augmentent. Et les formations. Quand vous dites le droit d'alerte pour l'obligation, enfin le droit d'alerte pour danger grave et imminent, je pense que bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas un droit d'alerte, c'est un devoir d'alerte. Bon, Marie a raison, c'est vrai que j'ai fait beaucoup, je suis allée à Lubrizol, je suis allée sur des plateformes industrielles, je suis allée outre-mer, etc. Et à chaque fois, je disais à l'employeur, non, c'est pas un droit d'alerte, c'est un devoir d'alerte. Je disais aux travailleurs qui étaient exposés à un danger grave, il m'a dit je peux, non, j'ai dit vous devez. Quand vous conduisez un autobus et que vous savez que vous avez des enfants dans le bus et que vous savez qu'il y a des gros problèmes de mécanique, mais que votre employeur vous a dit, si vous faites ce que votre employeur a dit, il est responsable, mais vous l'êtes aussi. Parce que vous auriez dû alerter. Voyez, donc je pense qu'au niveau de cet observatoire, je prends 2-3 exemples, j'en prendrai un dernier qui est très récent, c'est les éboueurs de Castres, évidemment. Les éboueurs de Castres, puisque maintenant j'habite Castres. Eh bien, dans la presse, j'ai lu que le président de l'agglomération a dit, c'est la première fois que les éboueurs font grève, je vais les rencontrer un par un. Je me suis dit, oh là, là, il y a un souci. D'autant que c'est comme un sacré personnage, ce président. Donc, les syndicats n'avaient aucune raison d'être. Bon, j'ai trouvé ça quand même un peu surprenant. Puis il se trouve qu'en allant faire des courses, ils étaient justement en train de manifester. Donc j'ai discuté avec eux. Et en discutant avec eux, donc augmentation de salaire, si vous saviez. Bon, j'ai parlé conditions de travail. Vous connaissez le document unique, donc vous savez ce que c'est qu'un danger grave et imminent pour un éboueur, vous imaginez? Non. Est-ce que vous êtes sur un poste à risque? Est-ce que vous êtes suivi par un médecin du travail? Non. Depuis 7 ans que je suis là, non. Vous êtes seul. Bon, bref, le code du travail pouvait y passer. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça se termine bien quand même, cette histoire. Donc, j'ai écrit au maire, bien sûr, enfin au président de l'agglomération, en disant que bon, j'étais quand même, comment dire, dans le domaine inspection du travail, mais que j'étais à la retraite, mais que j'avais pu observer quand même certaines non-conformités. Je les ai listées, etc. Il m'a dit que je pouvais dormir tranquille, que tout se passait bien, etc. Bon, j'ai dit que si je n'avais pas d'informations plus précises, je saisissais la justice, chose que j'ai faite puisqu'il ne m'a pas répondu. Et donc, j'ai été comment dire, convoquée à la police judiciaire, donc j'y suis allée, j'ai appuyé et j'ai eu la chance d'avoir aussi avec moi les élus de l'opposition, hein, qui étaient les Verts, LFI, etc., donc qui sont venus se greffer. Et bon, il y a l'aspect politique, mais il y a aussi l'aspect quand même, bon. Et donc, dans ces cas, et les éboueurs sont venus asseoir à la maison, et puis je leur ai dit, bon, maintenant, c'est à vous aussi de vous mobiliser. Et ils m'ont dit, on est content, on a obtenu tout ce qu'on veut, on a de bonnes conditions de travail, on a des formations. Bon, en fin de compte, il faut reconnaître, quand on parle des syndicats, le syndicat des éboueurs, dont je dirais le syndicat, comment dire, il y avait péril dans la demeure, et donc avec les élus dans la majorité, plus le syndicat, ils ont mis en place tout un dispositif de formation, de sensibilisation et d'amélioration des conditions de travail. Donc voilà, pour éviter d'aller plus loin, parce que sachez-le que si les éboueurs, mais bon, c'est pas évident, hein, mais s'ils avaient été plus loin, ils avaient droit à des indemnités de réparation que certains dans le monde du travail obtiennent pour non-assistance à personne en danger. Parce que il se trouve que ça fait quelques temps que je bassine beaucoup, et dans le cadre de la transposition, j'ai beaucoup bassiné sur le fait que l'alerte... des petites bassines, mais répétitives. Et donc j'ai beaucoup bassiné sur le fait que l'alerte relevait du devoir, puisque par exemple en matière d'environnement, la charte de l'environnement nous dit que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. Donc on est au niveau du bloc de constitutionnalité, et je remercie ici publiquement Marie pour l'article 4133-1 du Code du travail qui nous dit
le travailleur alerte immédiatement l'employeur lorsque de bonne foi il constate des dangers pour la santé publique ou l'environnement. Et donc, je le redis parce que cet article n'a pas été retiré de la loi de mars 2022, il subsiste, même s'il y a marqué nonobstant les dispositions sur le recueil de l'alerte en première alinéa maintenant. Il n'en reste pas moins, et je le dis à chaque fois, la phrase est construite avec un verbe au présent de l'indicatif, ce qui n'est donc pas une condition. Et que le travailleur alerte immédiatement relève effectivement du devoir d'alerte pour l'employeur, pour autant que l'employeur traite et n'agisse pas comme quelqu'un qui vient sanctionner et exercer des représailles, mais en tous les cas, là, je crois qu'on a effectivement un vrai sujet de réflexion, puisque l'alerte relève du devoir, comme vous venez de le dire, effectivement, et je pense qu'en tous les cas, ça fait partie d'un des sujets quasi prioritaires à mon sens, puisque vous savez que dans la loi qui a été votée, a été inscrit un droit d'alerte. Je ne sais plus à quel article, je crois que c'est l'article 16, si je ne dis pas de bêtises. Et donc le droit d'alerte apparaît écrit maintenant, et la question c'est qu'il n'est pas défini, alors que effectivement lorsque l'on prend la question par le terme devoir d'alerte, en fait ça change toutes les conséquences en matière de droit, puisqu'à partir du moment où c'est un devoir, la sanction n'arrive pas sur celui qui aurait mal exercé son droit, mais sur celui qui n'a pas instruit l'alerte, puisqu'il y avait un devoir d'alerte. Et d'une certaine manière, ce mot devoir rend automatique une protection des lanceurs d'alerte. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un sujet quasi prioritaire, en tous les cas, à débattre pour avancer sur cette question-là. Parce qu'on n'a pas que cet article 4133-1, le -2 étant pour les organisations représentatives des salariés, mais il y a bien d'autres textes du droit français qui relèvent du devoir d'alerte, que ce soit pour les professions médicales, etc. On ne va pas faire tout l'arsenal juridique ici, mais en tous les cas, notre droit est construit sur ce devoir d'alerte qui est finalement l'exercice de la citoyenneté, l'exercice des principes fondamentaux de la République, et donc je pense que ça fait effectivement partie, et en tous les cas je partage, si je peux me permettre une incise personnelle, cette analyse. Bon, ça fait 2 ans qu'on discute effectivement beaucoup sur cette question de devoir d'alerte. Moi j'attire simplement l'attention sur une autre fonction de l'Observatoire, forcément politique, c'est que toutes les configurations historiques et politiques ne sont pas équivalentes et que les mots changent de sens. D'ailleurs, j'ai remarqué, là, c'est un de mes robots, d'ailleurs, parce que je développais des robots par ailleurs, parce qu'il y a trop d'informations, un robot critique. Hein. Il y a même un article du Monde qui vous rappelle que c'est un esprit critique. Mais qui m'a fait remarquer l'autre jour qu'on passait progressivement d'alerte à signalement. Alors pour moi, le signalement, c'est plutôt le répertoire du ministère de l'Intérieur, vous voyez, tout ça, quoi. On fait des signalements. Et donc, si ton devoir d'alerte devient un devoir de signalement, moi qui vis dans le 19e arrondissement, maintenant il y a à peu près 500 flics qui patrouillent toute la journée, parce qu'il n'est pas question que les vendeurs de crack reviennent. Est-ce que j'ai un devoir de signalement, tu vois? Je m'en fous de ce que font les mecs à côté sur un banc, ça ne me regarde pas. Donc, non, je prends cet exemple-là volontairement parce que selon les configurations, selon comment ça glisse, ou ça dérape, ou ça bouge, il doit y avoir une vigilance en amont, si tu veux. Donc, en permanence, un espace de controverse et de critique sur le sens des notions et des formules, et il n'y a pas de formule vertueuse en soi. Moi, j'ai vu le Rassemblement National revendiquer le terme de lanceur d'alerte. J'ai vu Zemmour même le faire. C'était un de ses premiers actes de campagne. Donc, ça veut dire qu'il faut pas fétichiser une formule, il faut par contre être capable de la mettre en contexte et de caractériser la configuration dans laquelle elle fait le sens que tu rappelles, à savoir effectivement fondement démocratique et citoyen. Et donc ça veut dire des définitions claires, une hiérarchie claire des biens communs, de ce qu'on va appeler l'intérêt général, mais moi je n'aime pas trop ce terme parce que c'est vraiment souvent le préfet qui agit au nom de l'intérêt général, notamment pour faire évacuer
des ZAD par exemple. Bon, on ne va pas débattre de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être clair sur ces hiérarchies-là et sur les contextes dans lesquels c'est utilisé. Parce que sinon, effectivement, on va nous-mêmes finalement contribuer potentiellement à créer des appuis pour des gens qui auront d'autres intentions. Voilà le jeu. Oui, je me permets de reprendre la parole. On a, sur la question de vocabulaire, la question sur le mot sobriété actuellement, qui a en fait été repris pour dire finalement si on a une crise de l'énergie, c'est parce que vous ne serez pas assez. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de col roulé dans la salle. Et il y en a même qui sont en t-shirt. Non, mais alors on s'en sortira pas. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de définir et aussi dans cet observatoire de ne pas avoir des formules à l'emporte-pièce ou des slogans, mais vraiment de définir développer une capacité d'analyse et d'enquête collective permanente et de ne pas se faire piéger. Quand tu redéfinis les pauvres en disant c'est la sobriété subie, franchement, bon, heureusement on a encore une presse critique et les gens ont fait des études, etc. Mais on voit bien quand même que ça finit par passer sur des chaînes en continu, et machin comme ça, et imposer un langage. On l'a vu avec le wokisme, on l'a vu avec l'islamo-gauchisme, on le voit avec l'éco-terrorisme. On a des concepts qui se mettent à tourner et qui distordent littéralement le sens des choses. Et lanceur d'alerte est vulnérable de ce point de vue-là, comme l'a été le principe de précaution d'ailleurs, qui avait été très mal tourné par certains, justement, pour en faire un truc d'interdiction générale, de l'écologie punitive, enfin bon, on a plein de trucs comme ça. On a là aussi l'observatoire de rappeler toutes ces histoires-là pour éviter de recommencer une fois à se faire avoir, parce que justement la vertu c'est quelque chose qui se travaille en permanence et collectivement. Enfin, voilà. On est d'accord sur le fond, hein. Le débat qu'on a eu à Toulouse avec un groupe qui est intéressant, sur chercheurs ou militants, alors on leur a complètement cassé leur problématique, mais vous avez les vidéos en ligne, on discute de ça au fond, en partir de quand c'est inacceptable d'être trop militant, est-ce qu'un chercheur peut être militant? Alors, moi je suis parti du projet Manhattan aux États-Unis, j'ai dit c'était quoi? Ils étaient chercheurs ou militants là? Il fallait trouver la bombe atomique, ils étaient persuadés que les nazis allaient le trouver avant eux, c'était en fait une erreur de casting, mais quand même, on voit bien que c'est mal posé d'emblée. Donc les chercheurs sont militants. Moi j'en ai vu, que ce soit des généticiens ou des physiciens du nucléaire, ils ont des projets, ils vont les porter, ils sont prêts à les vendre, à les survendre, etc. Donc ils militent d'une certaine manière. Donc c'est un faux problème, simplement aujourd'hui ça se retourne dès qu'on veut travailler effectivement à produire des connaissances et à les rendre accessibles. Il y a un vrai enjeu de faire en sorte que la recherche publique soit vraiment publique. Et on a 20 ans aujourd'hui, quasiment, ouais, 2004, 2022, d'échecs, des luttes qui ont pourtant été spectaculaires par moments, notamment en 2009, c'est Madame Pécresse qui... il y a eu 6 mois de grève, hein, c'est assez impressionnant. Et en fait, là, il y a un enjeu. Alors je vous renvoie vers les travaux d'un groupe qui s'appelle Politique des sciences, qui a beaucoup travaillé sur ces réformes, etc. Et donc il y a tout des contacts à renouer. Pour moi, l'Observatoire, et c'est aussi à ce titre que je suis là, doit retisser des liens avec le monde universitaire. Quitte à un petit peu monter des partenariats un peu formels, parce qu'aujourd'hui tout est devenu très bureaucratique dans ces univers-là. Mais par exemple, des étudiants de master pourraient très bien s'investir sur différentes alertes, sur des alertes qui n'ont pas atteint une grande visibilité, ou sur des alertes qui au contraire patinent, etc. Essayer de comprendre, faire des petites analyses, et on peut très bien les collectiviser, et on commencerait à renouer avec ces milieux-là, parce que sinon, effectivement, c'est quasiment impossible. Et moi, je pourrais prononcer le nom de Serralini à l'ANSES à plusieurs reprises. Alors j'avais des tronches, on me dit ah non, il ne faut pas nous ressortir Serralini. Je dis ben si, parce que moi, en tant que sociologue, il existe comme vous. Mais c'était pas évident. Voilà, c'est les rapports de force qu'il faut recréer. Oui. Donc je m'appelle Daniel Corcos et j'ai travaillé sur les cancers causés par les mammographies, raison pour laquelle j'ai été envoyé de l'INSERM. Je me trouve... J'ai constaté que j'étais un peu isolé parce que j'étais pratiquement le seul à relier toujours la même alerte, et qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour que quelque chose démarre, comme ça s'est passé pour l'origine du Covid, où en fait on est arrivé à un ensemble de personnes sur Twitter, est arrivé à faire lever l'espèce de dissimulation sur l'origine dans le laboratoire de Wuhan, simplement de manière collaborative en accumulant les preuves. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut relayer les alertes, il faut les relayer sérieusement, c'est-à-dire en se renseignant, en prenant tous les arguments, comme des scientifiques, et argumenter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un moyen extrêmement efficace pour agir, et je pense que ça peut être déterminant dans beaucoup de sujets.
Et c'est à la fois une remarque sur les considérations qu'on a vues avant et sur une possibilité pour le laboratoire de l'alerte. C'est qu'il y a une chose en fait, et je ne sais pas du tout condescendant, mais qui échappe à peu près toutes les personnes que je rencontre au quotidien, que ce soit des syndicalistes, des professeurs, peu importe, c'est qu'en fait, et je vais être très méchant, il y a une profonde stupidité et un désintérêt absolu pour la question des lanceurs d'alerte à tous les niveaux que ce soit. À partir du simple citoyen jusqu'au président de la République, tout le monde s'en fout. Et je vais encore une fois être très méchant, mais on est quoi? On est 60 dans la salle, sur 66 millions. Donc en fait, le tout premier problème, et ça va faire dresser les cheveux à M. Château-Renaud, c'est que depuis 1996, personne ne sait ce qu'est un lanceur d'alerte, à part quelques microcosmes de personnes comme nous, tout le monde s'en contrefout. C'est-à-dire que je parle à des professeurs que j'ai depuis des années, je leur demande qui est Edward Snowden, qui est Julian Assange, ils ne savent pas. Ce sont des personnes qui ont fait 15 ans d'études. Je parle à des personnes, à des députés, qui travaillent tous les jours sur les questions de l'environnement, ils ne savent pas comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc en fait, le tout premier problème, et je sais que c'est horrible parce qu'il faudrait qu'on soit dans un temps de l'action, mais c'est simplement d'éduquer les gens. C'est très bête, mais la première des missions d'un observatoire, ce serait tout simplement de dire qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, qu'est-ce qu'un lanceur, qu'est-ce qu'une alerte. Pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre délation, dénonciation, alerte? Pourquoi est-ce qu'on parle d'alerte en environnement et pourquoi est-ce que c'est pas pareil que dans le pharmaceutique? Pourquoi est-ce que c'est pas pareil que dans la défense? C'est des choses qui sont très basiques, mais sans ça, on n'y arrivera absolument pas. Si on prend là, nous tous 60, on va prendre des fourches, on va devant l'Elysée, bah ouais, c'est très sympa, mais tout le monde s'en fout. À un moment, il faut juste être réaliste. Si on veut faire bouger les choses, on l'a bien vu en 2017-2018, ou même 2019, les Gilets jaunes, c'était quoi, plus d'1 million au final? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc si on y va à 60, bah, ce sera des vœux pieux, mais ça restera que des vœux pieux. Donc la première mission d'un observatoire, ce serait tout simplement de faire de l'éducation populaire. Sur le rôle de l'observatoire, qu'on vient de faire un état des lieux, déjà, vous l'avez commencé, sur ce qui existe comme organisme, institution, autorité, en différenciant les différents niveaux d'intervention suivant le fait que c'est une instance pour avis, c'est un organisme d'études préalable, c'est une autorité qui a pouvoir de... Alors parfois c'est un pouvoir de conseil, mais en l'occurrence, le défenseur des droits, la défenseuse des droits, est une autorité qui est reconnue par la loi comme étant susceptible d'être sollicitée dans un cas qu'on vient d'entendre longuement par exemple. Elle est sollicitable, elle a un pouvoir d'investigation, elle a un pouvoir de signalement. Donc premièrement, se faire la cartographie des organismes de telle sorte que l'observatoire, qui a une fonction collective, civile, qui va au-delà de la citoyenneté, car il y a des gens qui sont des administrés qui ne sont pas des citoyens. Donc attention aux termes qu'on utilise. Tout administré a le droit de saisir les autorités pour avoir accès à des documents administratifs. Ce n'est pas tout citoyen. Il n'y a pas besoin d'être de nationalité française pour avoir des droits. Donc, de ce point de vue, se faire cette cartographie de telle sorte qu'on place clairement l'observatoire avec ce que Francis Château-Renaud disait, cahier des charges. Oui, il faut qu'on se définisse un cahier des charges. Il faut être un peu formel, de telle sorte que les statuts, les éléments soient précis. Deuxièmement, il convient de pallier ce qui existe de telle sorte de l'activer. Exemple, en matière de loi, et Marie-Christine Blondin le sait bien, il y a une étude d'impact préalable. Et il y a une évaluation des lois. Alors il y a même une très belle loi qu'on a un certain nombre ici à connaître, qui s'appelle la loi Loti, qui oblige au bout de 5 ans à avoir un bilan des résultats économiques et sociaux
de l'infrastructure qui a été décidée. Et cette loi n'est pas appliquée. Dans le domaine qui nous intéresse, il y a un certain nombre de lois sur lesquelles il ne faut pas attendre seulement, il faut inciter les parlementaires à faire l'obligation d'études d'impact et d'évaluation. Et l'observatoire pourrait être une pique, non pas avec une tête au bout, mais une pique pour inciter à l'application de la loi. Ce qui est quand même un truc surréaliste de dire ça dans une instance où on est encore pour quelque temps en République et en démocratie, de dire qu'il faut qu'il y ait des administrés, des usagers, des citoyens, citoyennes qui activent la loi. Donc deuxième élément, bilan et évaluation, on pourrait être incitateur, voire apporteur de bilan et d'autorisation. Troisième élément, ça a été dit, mais c'est controversé. Il y a des endroits, des pays, où il y a la possibilité de recourir pour les associations, sous réserve d'une étude préalable, de recourir à des moyens qui ont été mis de côté pour activer des expertises sur demande des associations. L'Observatoire pourrait inciter, on l'avait fait en région Rhône-Alpes un temps, on avait mis en réserve dans le budget un budget réservé aux associations qu'ils pouvaient solliciter et activer pour avoir des études indépendantes, entre guillemets. Rien n'est indépendant. Et je dis des études, je ne dis pas des expertises, car il n'y a rien de pire que les experts qui s'auto-proclament experts. C'est la même chose que pour les lanceurs d'alerte qui s'auto-proclament lanceurs d'alerte. Donc à ce niveau, activer un budget localement, régionalement, nationalement, qui soit sollicitable par les associations pour avoir des, alors on va appeler expertise, mais trouverons un autre terme, des analyses sollicitées avec les moyens. C'est une des questions qui a été posée par de nombreuses personnes ici, hein. La question des moyens, sachant que de l'autre côté, entre guillemets, lorsqu'on a affaire à d'autres puissances, on se retrouve avec des puissances considérables qui ont les moyens de faire. Voilà trois petites propositions. Merci pour vos interventions, et bon, c'est pas fini, mais rien que sur ce qui est proposé là, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, l'éducation populaire, moi je pense là aussi, ce qu'a dit Raymond est très juste, hein, faisant des bilans, des états des lieux, des cartographies, parce qu'il se passe plein de choses. Il faut descendre un peu en échelle, comme on dit, dans la technostructure, on descend en échelle. On va voir les vrais gens. Non, mais localement, il se passe énormément de choses. Il y a des dynamiques locales, citoyennes, associatives, un peu partout. Et pas qu'en France, évidemment. Et malheureusement, il y a comme un changement de régime quand on monte justement vers des médias nationaux, vers des instances publiques. Et là, il y a un travail à faire déjà de s'appuyer sur l'existant. On ne va pas tout réinventer, etc. Sur le nucléaire, c'est exact qu'il y a des déficits de connaissances, de compréhension, parce qu'il y a aussi un régime nucléaire. Bon, là, j'ai dirigé la thèse de notre ami Dominique, mais j'en ai dirigé plusieurs, et là, il y en a une qui va être soutenue là, dans 15 jours, sur comment les ingénieurs du nucléaire sont complètement paniqués par leur propre avenir. C'est-à-dire qu'en gros, on ne voit plus très bien en fait comment ça va se passer. C'est pas en annonçant 6 EPR 2 que ça va leur ouvrir un avenir, parce qu'il y a des vrais problèmes à l'intérieur. Donc il faut aller voir, et c'est vrai que c'est coûteux, c'est compliqué, il n'y a pas une diffusion de ces travaux suffisante, mais il y a quand même eu pas mal de choses qui sont passées. Bon, moi j'ai beaucoup suivi la CRO et la CRIRAD par exemple dans les années 90, qui ont quand même réussi à passer à la radio, à la télé à un moment donné, sur des... Bon, c'était Tchernobyl et les conséquences de Tchernobyl au début, puis après il y a eu la Hague, il y a eu des histoires de leucémie à la Hague, après il y a eu les histoires justement, Stéphane Lhomme qui s'est fait connaître aussi avec le réseau Sortir du nucléaire au tournant des années 2000. Il y a eu des moments, simplement ces moments ne sont pas reliés entre eux, et il y a un apprentissage à faire
et je suis assez d'accord qu'il y a un déficit, mais il y a quand même des choses. Et donc, essayons plutôt de porter ce qui existe, et donc ça recoupe aussi ce point de vue de Raymond que je partage tout à fait. La première fonction de l'Observatoire, effectivement, bon, Daniel en a donné 2 déjà, on va avoir un cahier des charges monstrueux, mais c'est vraiment, partageons un état des lieux et une connaissance de ce qui existe, de ce qui a été fait. Il y a énormément de choses qui ont fonctionné à certaines échelles, qui ont produit des précédents, des controverses qui ont été structurantes. Bon, je me suis un jour chamaillé avec un historien des sciences bien connu qui me dit « on n'arrête jamais une technologie triomphante ». Je lui dis « ah bon, les OGM en France n'ont pas été arrêtés ?» Il s'est arrêté, là, il y avait un moment il a regardé ses voisins, il a cherché un appui. En connaissance, quand même, le combat anti-OGM, il a un peu fonctionné. Alors, il y a les OGM cachés, on recommence sur un autre truc, etc. On voit bien que c'est un peu sans fin. Mais n'empêche qu'il y a quand même on va appeler ça des victoires, ça pas des victoires, mais en tout cas des rapports de force qu'on peut être renversés, et par justement le partage des connaissances. Parce que ce qui était extraordinaire dans ce combat anti-OGM, c'est pas uniquement la figure de José Bové ou des faucheurs volontaires, c'est comment des réseaux entiers se sont mis à partager des connaissances sur les biotechnologies, sur les stratégies des grandes cultures, sur effectivement après inversement les pratiques de semences paysannes, de partage et d'alternatives, etc. Et donc il se passe des choses comme ça. Et je pense que l'Observatoire doit pas être uniquement un truc de constat d'échec et d'impuissance, mais aussi de prendre appui sur les choses qui ont fonctionné et d'essayer justement de les étendre, de les passer à d'autres, pas les répliquer, mais prendre appui dessus. Et pour moi, c'est vraiment important. Et donc, du coup, effectivement, je pense que cette première année, il faut au moins sortir ça, faire un état, au fond, de qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a vraiment produit des effets structurants. Alors, à la fois dans le droit, à travers, tu l'as dit, la jurisprudence, hein, c'est important de regarder les décisions qui ont été favorables, les points d'arrêt qui ont été donnés à un certain nombre de choses. Quand même, Notre-Dame-des-Landes ne s'est pas fait. Alors, c'est vrai que c'est bonjour le combat, quoi, hein, ça a duré quand même. Alors les méga-bassines vont-elles se faire partout, etc. On va voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à mettre en commun pour avoir un État, au fond, un peu équilibré entre eux, une vision, ils sont trop puissants, on n'y arrivera pas, il faut faire la révolution. Bon, il y a quand même eu une année d'élection, il me semble, cette année. Hein. Il y avait des alternatives possibles, hein. On voit bien qu'elles n'ont pas été prises. Donc on ne peut pas redescendre dans la rue comme ça en disant c'est bon, on recommence tout à zéro. Il faut tirer les leçons de ce qui se passe et de comprendre comment ça fonctionne. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, sur la question des violences aux personnes. Moi, j'avais fait une cartographie, justement, à un moment donné. Je crois que je l'ai publié, je ne sais plus où il y avait en gros 5 grandes configurations d'alertes. Il y avait des alertes de fond environnemental, sanitaire, qui font de plus en plus bloc avec le changement climatique aujourd'hui, mais pas seulement, où on va aller jusqu'au effectivement aux toxiques dans l'environnement, les questions d'eau, etc. Il y a les alertes qui vont concerner les violences faites aux personnes, mais aussi les personnes, on va faire comme le droit indien, on va étendre à tous les êtres sensibles, tant qu'à faire, nous savons aussi les animaux, les plantes, tout ce qu'on veut. On voit bien qu'entre les deux, il n'y a pas forcément, il va falloir faire des plateformes un peu qui peuvent communiquer, mais qui ne sont pas forcément sur les mêmes problématiques. Hein. On voit bien qu'il va falloir aussi un minimum de division du travail. Hein. Comme on le voit d'ailleurs dans les rencontres, hein, les thématiques sont un peu distribuées. Il y a la question de la démocratie, qui est une autre forme de préoccupation, hein, liberté publique, on va mettre violence policière, migration, tout ce que vous voulez là-dedans. On voit bien que ça fait système aussi, hein, là il y a des enjeux majeurs. Il y a la question de la corruption, tu l'as dit, de l'influence économique, qui effectivement la loi Sapin avait remis un peu devant. Alors c'était une façon de faire, pas du washing, je ne sais pas quoi, il y avait Cahuzac, il y avait aussi les LuxLeaks à ce moment-là, donc ils se sont dit, il faut quand même, on est encore de gauche, enfin au PS, quoi, et on va essayer de faire une loi un peu qui permette de dénoncer ces trucs-là, donc un peu libre dans l'esprit. Donc il y a cette configuration-là, et il y a encore la question du travail. Donc il ne faut pas oublier quand même, accident, conditions de travail, harcèlement au travail, qui a encore une autre sphère, et on voit bien, bon, ça peut communiquer tout ça, il peut y avoir évidemment des connexions, mais à mon avis, il va falloir aussi que dans cette année de préparation de l'Observatoire, si on le fait, et des plateformes qu'on met en place, au fond, les gens choisissent, alors un ou deux, mais on ne pourra pas être omnipotent et traiter tous les sujets en même temps, passer de l'un à l'autre sans transition. Il faudra être capable de serrer les trucs et de comprendre justement où on est
Et de quoi on parle quand on parle d'alerte? Parce qu'on a décidé, au fond, d'avoir une procédure très générique, hein, de l'alerte. Je pose 2-3 petites choses pour essayer ou de les illustrer ou de les clarifier. Donc, définir le cahier des charges. L'évaluation des lois, je voulais juste donner un exemple pour illustrer. Je faisais partie, d'ailleurs, Raymond était avec moi. On a été auditionné par la commission Richard suite, et Françoise également que je vois, suite à la mort de Rémi Fraisse à Sylins. Et donc, on nous avait réuni une grande commission qui a auditionné les mouvements contre les projets inutiles imposés. On était 12 mouvements. C'était assez étonnant parce qu'en fait, au début, ils pensaient qu'on n'avait même pas de téléphone portable, vous voyez. Donc, en fait, j'en avais un bien avant eux, parce que moi, j'ai acheté le premier en 91. Je ne sais pas ce que vous en aviez un, mais voilà. Résultat des courses, ils sont aperçus qu'on avait des choses à dire et à montrer. Et à chaque fois, ils nous demandaient, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer dans la loi? Et on leur disait, respectez déjà ceux qui sont là et évaluons la loi. Et je ne sais plus si on leur avait dit, mais cette commission Richard était extraordinaire. Il se trouve que moi, je me bagarre un peu contre un projet que je considère inutile, qui s'appelle le projet Lyon-Turin, puisqu'il y a déjà une ligne existante. Et en fait, j'avais comme rapporteur de la commission une dame qui venait d'être nommée comme au conseil d'administration de Lyon-Turin Ferroviaire. Vous savez, comme quoi c'était super, parce que finalement le rapport de notre audition allait être rédigé finalement et proposé par une des personnes. Et j'avais dans la salle de la commission l'avocat de Lyon-Turin Ferroviaire qui leur faisait toutes les analyses environnementales et toutes les expertises. Et donc voilà, la simple question du conflit d'intérêts n'était pas purgée dans cette commission Richard qui se voulait transparente sur la démocratie participative. Donc il me semble effectivement important ce travail d'évaluation des lois, parce qu'on s'aperçoit que finalement, même quand on nous fait une commission pour dire que fait-on avec la loi, finalement on ne tire que très rarement les bilans antérieurs, et ça c'est quelque chose d'important. J'ai noté en filigrane 2 choses. Il y a peut-être une relation à avoir pour cet observatoire avec la presse, les médias en tous les cas, les journalistes. Ça peut être une des missions aussi pour autre chose, qui est que cet observatoire, de ce que j'en note, de ce qui a été dit un petit peu, doit être aussi un lieu de publication. À savoir, effectivement, si on établit une cartographie, comme on le disait tout à l'heure, des organismes, des autorités, mais aussi des milieux associatifs, syndicaux, qui ont des compétences et qui se battent sur des questions précises, il faut que ce soit du travail publié. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de mise en forme et de publication qui doit rentrer dans les missions de cet observatoire. Et peut-être, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit au début par rapport aux recherches et par rapport aux études, c'est toujours un parti, j'ai vécu ça avec quelques associations, c'est un vrai parcours du combattant d'identifier des laboratoires d'analyse sur des questions précises, que ce soit la qualité de la terre, que ce soit les composants des pesticides, etc. Et je pense qu'à cette cartographie des autorités, une cartographie aussi des ressources de laboratoires d'analyse dans les différents secteurs me paraît quelque chose d'important, parce que c'est vraiment un outil de l'alerte. Et si on commence à perdre du temps, puisqu'on parlait tout à l'heure du temps lorsque l'on rentre là-dessus, je crois que s'il y avait déjà une cartographie de laboratoires indépendants qui peuvent être contactés assez rapidement, ça ferait gagner du temps à tout le monde et beaucoup de facilité. Donc voilà, je pense que ça peut faire partie. Ce qui ressort, et j'en termine là-dessus, de tout ce que l'on dit, parce que là on commence à allonger un peu la liste des courses, ça veut dire qu'il va falloir aussi de l'engagement humain pour gérer toutes ces questions. Et donc, je le dis tout de suite, ce que je proposerais peut-être à l'issue de cette rencontre, c'est de saisir dans un fichier Excel les adresses mail des personnes
qui sont intéressés pour être recontactés pour une prochaine rencontre qui aura lieu, je pense, avant 12 mois. Sinon, ça va être un petit peu long. Merci. Françoise Verchère, donc moi j'ai consacré de nombreuses années à la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et à partir de cette expérience, qui s'est soldée par une victoire, mais à quel prix, et dont aucune leçon n'a été tirée, hein, je peux vous confirmer, la seule leçon qui a été tirée, c'est qu'on fera tout pour empêcher toute autre victoire de ce type. Ça, c'est la grande leçon qu'a tirée le gouvernement de l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, bien que nous ayons essayé aussi de dire voilà pourquoi ça a échoué, voilà ce que vous devriez faire pour que ça ne se reproduise plus, voilà pourquoi il y a eu cette affaire de Notre-Dame-des-Landes, mais rien n'a marché. Alors je pense pas que ce sera forcément le travail de l'Observatoire, mais je voudrais faire part de ce que j'ai profondément ressenti dans cette bagarre. C'est qu'il y a d'une part le côté rationnel, scientifique, les arguments, etc., qui ne marchent en rien sur les décideurs, puisque de toute façon, ils ne les lisent pas. Mais il y a aussi un aspect psychologique. Et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on travaille avec les sciences humaines, et notamment la psychosociologie, parce que moi, j'ai vraiment ressenti ça, notamment ce que les psychosociologues appellent le piège abscon, c'est-à-dire une fois qu'on est embarqué dans une décision, dans un choix, on n'arrive plus à faire machine arrière. Et c'est très important dans tous ces phénomènes-là, c'est-à-dire que les décideurs sont incapables de faire machine arrière. Donc ça, c'est un phénomène psychologique, c'est même plus un phénomène ni de pouvoir, ni d'argent, même si ça existe. Hein. Je sais bien hein, que l'essentiel des problèmes, ce serait la question de l'argent, du pouvoir, des lobbies, etc. Mais il y a aussi des phénomènes psychologiques. Voilà. Et l'autre phénomène psychologique, c'est celui du déni de la grande partie de la population. Parce que si nous disait tout à l'heure, il y avait un monsieur qui disait nous sommes 60. Okay, et par rapport au climat, nous sommes des centaines, quelques milliers, et on s'arrache un peu tous les cheveux parce qu'on ne sait plus comment faire. Et entre le déni d'un côté, parce que c'est lié à la peur, et les pièges abscons, là, les phénomènes de fixation dans une décision, je crois que ça joue beaucoup, pas seulement, mais ça joue. Donc ça, comment avoir des leviers là-dessus? Moi j'ai dit, hein, il faut des psychiatres, il faut des psychanalystes, il faut des psychologues, et mettre tous les politiques et les décideurs sur un divan, parce qu'il y a un problème. Donc voilà. Faire un dortoir. Absolument. Non mais je veux quand même attirer l'attention là-dessus, parce que moi franchement, qui ai été dans le milieu politique, j'ai été stupéfaite de voir à quel point il y avait un problème de fixe, je sais même pas comment le qualifier, mais voilà. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de moyen, il faut les mettre hors jeu. Une fois que vous voyez que les gens... Je préférerais qu'on les mette hors jeu. Mais il faut arriver à les contourner, à ce qu'il y ait d'autres personnes qui les remplacent. Parce que sinon on peut rien faire. Alors vous parlez des décideurs, moi je parle à la fois des décideurs, mais je parle aussi de la grande masse. Et je pense que dans la grande masse, il y a une forme aussi psychologique à étudier, qui est celle du déni lié à la peur et à plein d'autres peurs. Ça s'appelle l'emprunt culturel, c'est-à-dire que... voilà, j'ai lancé le débat là. Attendez, on va juste... parce que c'est surtout... Je pense que dans l'observatoire, j'étais pas là au début, mais moi il me semble très important que les gens, et j'adhère complètement à ce que vous dites, le déni, mais alors là c'est incroyable, et que les personnes aussi signalent leur conflit d'intérêts quand ils expliquent quelque chose. Quand un enseignant a des conflits d'intérêts, quand un scientifique a des conflits d'intérêts, pour moi c'est zéro. Pour moi, il ne sera pas crédible. Et ça c'est pour tout le monde, dans tous les domaines. Et je pense que c'est très important d'apprendre aux gens à discerner, à détecter les conflits d'intérêts de la personne. Quand je regarde un documentaire ou que j'écoute quelqu'un, je vais toujours chercher. Alors, j'évite Wikipédia pour certaines personnes, parce que je sais que maintenant il peut être trafiqué. Donc je vais chercher encore plus loin. Et effectivement, je découvre, je dis, waouh, lui il fait ça. Et donc du coup, j'ai aussi appris qu'il existait l'astroturfing, le nudge.
Et dernièrement, j'ai pris à la médiathèque, parce que, alors, je vous dis ça parce que là, vraiment j'étais sidérée, un bouquin, une BD qui s'appelle Fake News, que ma libraire m'a conseillé. Elle m'a dit, oh, c'est très bien pour les jeunes, pour comprendre. Ah, mais j'allais tomber à la renverse. J'allais tomber à la renverse. C'est pas du tout neutre. C'est pas du tout neutre. Ah non, mais ça oriente un peu la pensée. Et d'ailleurs, je vais aller la voir. Je vais essayer de prendre mon courage à deux mains pour lui dire, non, il ne faut pas recommander ce livre-là. Et en fait, c'est un travail permanent de recherche, pas de vérité, mais de droiture, d'intégrité. Voilà, moi c'est ça que je voulais rajouter, c'est-à-dire que oui, un observatoire, mais surtout réapprendre aux gens qu'il y a l'expérience de Milgram, il y a l'expérience de Salomon H. Il y a un tas de choses comme ça. Il y a Palo Alto. Voilà, moi je me suis très intéressée à tout ça. Du coup aujourd'hui, je me dis waouh, c'est difficile de faire confiance. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, on va redonner la parole à madame qui voulait réintervenir, comme ça vous le faites au micro. Oui, pardon. Oui, on va vous redonner le micro. Non, mais je vous l'avais dit. Mais ça a commencé à continuer. J'ai pas de problème pour m'exprimer, mais non, j'ai dit ce que je voulais juste rebondir. Effectivement, le problème est psychologique. Je veux dire, vous parlez de dissonance cognitive, effectivement, c'est ça, c'est que enfin, c'est très compliqué. Il parle d'empan intellectuel de la même façon que vous avez un empan de votre âge. Votre intellect est limité à votre culture, à votre éducation, et pour la majorité de la population, il est très difficile de remettre en cause ce que l'État préconise, parce que l'État a raison, l'État, à leurs yeux, ne peut pas aller à l'encontre de leur bien-être. Donc, effectivement, recherchons une approche psychologique pour arriver. Moi, je parle autour de moi énormément, et je vois bien que les gens restent dubitatifs, mais non, enfin bon, on devient très vite complotiste, évidemment, à leurs yeux, et effectivement, il faudrait... Les injonctions contradictoires. Ah oui, mais ça, c'est génial, ça aussi. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, on est en train de surpsychologiser tout le débat. Le problème premier, ce n'est pas le déni, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens ne peuvent pas être dans le déni d'une chose qu'ils ne comprennent pas. Je vais prendre un exemple de Aurélien Barraud, astrophysicien qui a fait de la lutte écologique son cheval de bataille. Il dit, vous prenez un char à l'énergie solaire, vous raserez quand même la forêt. Vous n'aurez pas eu de carbone, vous aurez quand même rasé la forêt. C'est un désastre écologique. Vous essayez d'expliquer ça à des gens, ils ne comprennent pas. Essayez de psychologiser. Je vous assure que si, madame, j'ai des personnes qui, avec moi, sont diplômées avec Bac plus 5, je les ai vus, hein, c'est des amis, ils ne savent pas mettre la Belgique sur une carte. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, on essaie d'expliquer des problèmes complexes, on essaie de parler d'alerte, on parle de déni, on parle de... On me cite Alexa Berkane, il faut faire attention avec ce monsieur. Bon, bref. Mais à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a un effondrement total, complet, à tous les niveaux de l'éducation. Donc on essaie de psychologiser les choses alors que les gens ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Si, madame, je vous assure que là, on est dans un microcosme où en fait, on est 60 personnes et on est plus ou moins d'accord sur le problème. On a juste des approches différentes. Mais aller dans la rue, aller dans le sud de la France. Quelque chose de personnel, il a été évoqué plusieurs fois les médias, en disant ils ne font pas leur boulot, ou en disant les alertes non médiatiques sont pas entendues. Je voudrais quand même dire qu'il y a certains médias, comme Élise Lucet, ou comme Foucard dans le Monde, etc., qui font un sacré boulot. Et que la disparition de la redevance télé sur le service public va fragiliser des émissions comme Complément d'enquête, etc. Et que c'est très grave, parce que si c'est la publicité de Total qui paye les émissions de Complément d'enquête sur le changement climatique, vous n'aurez pas forcément les mêmes invités. Donc ça, c'est quand même important, on doit le savoir. Francis. Oui, merci Marie. Merci déjà pour toutes vos idées, et puis ça va continuer. Moi, je m'interroge beaucoup sur les procédures, les méthodes qu'on pourra inventer pour travailler ensemble, échanger et passer de 60 à 60 millions. C'est pas demain, bien sûr. Donc, actuellement, j'ai une piste, mais ça, je ne peux pas faire de promesses et je ne veux pas m'engager trop. Pour trouver même éventuellement un bon financement d'une plateforme avec des chercheurs qui permettrait justement
d'accrocher ça à un travail de recherche sur une durée assez longue, de façon à ce que justement il y ait un système d'échange entre une société ouverte et des citoyens qui viennent poser des questions, amener des dossiers, discuter, etc. Et puis un appui assez solide. Donc je vais essayer de travailler à ça pendant l'année qui vient. C'est pas gagné parce que, encore une fois, les milieux de recherche ont beaucoup changé. Moi je sais par exemple, on m'avait proposé de faire une formation au ministère de l'Éducation nationale, je dis parce que Papendia est un ancien collègue de l'HESS, donc comme c'est enregistré, j'en profite. Et il se trouve que j'ai composé un rock avec des amis au printemps dernier à la gloire d'Emmanuel Macron. Vous imaginez que les paroles ne sont pas très tendres et que 2 cadres du ministère ont vu ce truc et ont dit non pas lui pour la formation. Vous voyez, on est obligé de se taire pour avancer. C'est-à-dire qu'effectivement, si je veux obtenir des financements pour que la plateforme puisse fonctionner, etc., il va falloir un petit peu se masquer, etc., être discret. Donc il y a toujours résister, c'est souvent donner le change. C'est-à-dire c'est pas mettre une vitrine en disant ici on résiste, on est les héros, etc. C'est effectivement jouer parfois d'une certaine duplicité, et les chercheurs aujourd'hui sont obligés d'être beaucoup duplices. Et donc moi je suis vraiment heureux d'être là, puis j'assume, vu mon âge, je me refous un peu. Mais si on veut mobiliser les gens et obtenir effectivement des ressources pour que ça devienne vraiment sérieux, solide et qu'on avance, il va falloir construire des choses aussi avec des institutions universitaires de recherche. C'est bon, les médias, mais avant d'aller chercher les médias, on peut déjà construire des milieux robustes et intelligents. Je pense qu'ils viendront.